Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vidéo Otaku, je m'appelle Amé, je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec comme chaque semaine. Et encore cette semaine, on ne me voit presque plus à la caméra, j'aurais pu me mettre comme ça, j'ai même dû sortir lui. Beaucoup de sorties, hein, sans rire, c'est vraiment la folie furieuse de l'hiver des mangas. Fait que ça tombe bien parce qu'avec la tempête de neige qu'il y a en ce moment, autant rester sous sa petite couverte avec une bonne tasse de thé ou de café à lire des mangas. Donc allons-y, je vous présente déjà mes coffrets. Tout ça en fait c'est des coffrets pour débuter les séries qui sont quand même super chouettes. D'autant plus qu'on sait qu'il y a certaines grosses séries en ce moment où c'est impossible d'avoir le tome 1. Ben là au moins avec les coffrets ce qui est cool c'est qu'ils coûtent pas plus cher. Puis au moins vous êtes assuré d'avoir les premiers tomes et de pouvoir commencer votre série, fait que c'est plutôt cool. Alors je commence avec le plus beau de la gang, je l'adore. C'est l'appel de Cthulhu. Et celui qui est en Téléténèbres, avec deux œuvres de H.P. Lovecraft adaptées par Go Tanabe, qui étaient sorties chacune indépendamment l'une de l'autre, et qui sont aujourd'hui réunies dans ce superbe coffret. Et puis évidemment, c'est toujours les mêmes éditions hein, en cuirette. Et c'est voilà, c'est tout simplement magnifique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, superbe dessin somptueux, on est vraiment dans l'horreur psychologique, l'horreur cosmique hein, qui a été inventée par Lovecraft. Vraiment des super belles adaptations. Que vous aimiez Lovecraft ou que vous vouliez découvrir, allez-y, c'est juste excellent. Moi j'avais jamais lu Lovecraft avant, puis honnêtement ça permet vraiment de découvrir, puis d'avoir envie de lire les romans derrière. Alors ensuite plein de beau coffret aussi, j'ai Alma, série qui est passée relativement inaperçue à mon grand désespoir. Alors c'est un coffret tome 1 à 4 qui fait le tour, l'intégrale de la série. Fait que n'hésitez pas, Alma pour moi c'est une des meilleures séries sci-fi post-apocalyptiques qui soit sortie ces derniers temps. Je déplore un peu le travail qui a été fait sur le cover parce qu'il n'est pas très vendeur et donc ça fait que la série est passée relativement inaperçue. Mais sérieusement c'est juste complètement fou. Avec une ambiance un petit peu à la Ghost in the Shell, mais dans un monde post-apocalyptique, désertique, une réflexion sur la psychologie humaine à travers la condition humaine, hein, à travers les robots, donc qu'est-ce qui différencie l'homme du robot, comment est-ce qu'ils peuvent cohabiter ensemble. Vraiment une super belle série, ne vous fiez pas au cover, et puis profitez de ce coffret intégral pour pouvoir la commencer. J'ai aussi le coffret avec les 3 premiers volumes de Sido, encore une série que j'adore. Tsutomu Takahashi qui s'essaye au manga de KPDP, donc du samouraï, de l'air et d'eau, du sang. Et puis cet auteur-là, c'est un de mes auteurs préférés. Il a un trait de crayon absolument merveilleux et il touche à tous les sujets. Fait que là, vraiment, il s'attaque au samouraï tout simplement. Et puis vous allez voir, il y a toute une histoire de suspense avec une secte un petit peu de fous furieux, complètement embrigadés, complètement brainwashés, et 2 enfants qui vont un petit peu être pris dans ce tourbillon d'adultes. Très très belle série que j'ai bien hâte de continuer parce que la réédition continue, fait son petit bout de chemin. Allez, un que vous attendez tous, je le sais, Jujutsu Kaisen. Les 3 premiers volumes sont réunis dans ce super coffret. Je présente évidemment pas cette série shonen du moment, je pense que vous la connaissez tous. Mais pour ceux qui la connaîtraient pas, on va parler d'exorcisme, donc pouvoir magique, action, beaucoup d'humour également, mais quand même un côté très très sombre. Si vous aimez le shonen, si vous aimez quand ça bouge, si vous aimez quand il y a des personnages ultra charismatiques, vous allez aimer Jujutsu Kaisen. Même affaire avec My Hero Academia, les 3 premiers volumes. Comme je le disais, hein, en ce moment on a un peu de la misère à avoir les premiers tomes de la série. Fait qu'au moins avec ce coffret, ce qui est le fun c'est que vous êtes assuré d'avoir vos premiers tomes, de commencer votre série, de pouvoir la collectionner, puis surtout vous avez le coffret en supplément alors que ça coûte pas plus cher que les 3 premiers volumes, fait que c'est quand même assez cool. Également Eden Zero, la dernière série de Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail, où vous allez retrouver donc les 3 premiers volumes de la série. Alors on retrouve des personnages qu'on connaît ou qui ressemblent à ceux qu'on connaît. C'est un space opéra vraiment très 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 shonen, mais avec le côté spatial que moi j'avais beaucoup aimé, hein, toutes les planètes et toute l'intergalacticité de la chose. Je pense que ça se dit absolument pas, mais c'est pas grave.
Une autre série passée relativement inaperçue lors de sa sortie, mais qui est un de nos petits chouchous chez Otaku, c'est Iruma à l'école des démons. Un shonen qui est accessible à un public même plus jeune, mais qui, même pour les vieux comme moi, ça leur plaît. Vraiment, beaucoup d'humour dans Iruma à l'école des démons. Alors c'est sûr, de l'action, des pouvoirs magiques, c'est un jeune humain qui se retrouve dans une école réservée aux démons et qui doit cacher le fait qu'il est un humain, sinon il va se faire tout simplement manger, massacrer, tout ce que vous voulez. Fait que ça donne plein de situations de quiproquos ultra cocasses. Vraiment, c'est un de nos grands chouchous. N'hésitez pas à utiliser ce coffret-là pour la découvrir. Et puis, la magnifique Les Carnets de l'apothicaire, magnifique shonen qu'on aime bien appeler de style bohème hein, chez nous, avec une héroïne assez atypique, qui est apothicaire, qui est passionnée par les poisons, qui va se retrouver un peu dans tous les complots politiques, tous les jeux de pouvoir au palais impérial chinois, avec un super beau dessin dans le style un peu de l'atelier des sorciers, ce genre de choses. Avec même chose, 3 premiers volumes dans ce coffret. Puis mon dernier coffret pour aujourd'hui, c'est un coffret sur les studios Ghibli. Je vais pousser ça parce que sinon je sens que je vais me le prendre sur les pieds. Voilà. Alors, coffret sur les studios Ghibli, super joli coffret qui réunit 3 magazines en fait. Ce sont 3 magazines informatifs. Alors l'un sur qui s'appelle Ghibli, les artisans du rêve, et qui résume un petit peu tout le travail fait par les studios Ghibli, tous les films, tout ce qu'on aime. Et puis les 2 autres qui sont réservés en fait aux 2 réalisateurs qui composent les studios Ghibli, donc Hayao Miyazaki et je le prononce mal à chaque fois, Hayao Miyazaki, et Isao Takahata qui nous a quittés il y a quelques années, qui était donc l'autre réalisateur un petit peu moins connu du grand public, mais qui a fait quelques-uns des plus beaux films des studios Ghibli. Donc découvrez tout ça dans ce super joli coffret aussi, très cute hein, comme vous voyez, avec le ventre de Totoro à la place, à la place du corps. J'aime ça. Alors on va passer maintenant à la suite, donc voici un petit peu les mangas qui sont sortis cette semaine. Je vais commencer avec Butterfly Beast saison 2. Alors on est chez les éditions Mangetsu, c'est un seinen d'action, hein. Ça va être idéal pour ceux qui ont lu le tome 1, mais évidemment, enfin évidemment non, pas évidemment, mais je vous précise que si vous n'avez pas lu la saison 1, qui était terminée en 2 tomes, mais vous pouvez quand même lire la saison 2, ça se lit quand même plutôt bien. Donc on est vraiment dans l'action. L'auteur c'est Yuka Nagate, c'est l'auteur qui a fait aussi Gift plus moins, qui a fait Silencer, qui a fait aussi le petit spin-off, le vieux spin-off de Hokuto no Ken qui s'appelait La Légende de Toki. Bref, c'est un auteur qui s'y connaît pas mal, puis vous allez voir que les graphismes sont absolument amazing. Alors c'est une série... c'est une série mais qui va être très courte, elle va être terminée en 5 tomes. Saison 1 était finie en 2 tomes, saison 2 va être finie en 5. Et puis donc on est dans une histoire dont le contexte se passe à la fin de l'ère Edo, sous le gouvernement Tokugawa. Et on va suivre c'est une chasse aux Ronin en fait, une chasse aux Ronin qui fait rage pour préserver la paix. Notre personnage principal, sous couverture d'une femme de plaisir, est une shinobi qui se sert de la proximité de ses clients pour finalement récolter des informations. Et puis elle poursuit un but, donc elle réunit des informations pour remplir des contrats de tueuse à gages, mais elle poursuit aussi un but. Et ce but, ça va être de tuer un homme. Et cet homme, on a découvert son identité à la fin de la saison 1. Comme je disais, vous pouvez quand même lire le livre, enfin la saison 2, même si vous n'avez pas lu la saison 1, parce que on a quand même une belle dose d'action, puis une histoire qui se tient sans avoir lu la saison 1, qui se tient par elle-même. Mais c'est sûr que si vous avez lu la saison 1, ben, vous allez commencer par savoir qui est-ce que notre héroïne, notre belle héroïne poursuit. Alors c'est vraiment, comme je disais, la suite directe de Butterfly Beast. Ce qui est cool, c'est qu'on est comme au cinéma, là, ça bouge, c'est très fluide au niveau de la lecture, c'est vraiment du bonbon, c'est du pur style KPDP japonais. Les graphismes sont juste incroyables, vous avez pu le voir comme dans ce que je viens de montrer. Puis, on a des graphismes incroyables, mais vraiment dans cette ambiance sombre. Si vous avez aimé tout ce qui est titre sur les samouraïs, sur l'ère Edo, comme Vagabond, comme Lady Snowblood, c'est sûr que vous allez aimer ça. Lady Snowblood, on y a retrouvé un petit peu cette histoire de vengeance, cette femme forte, fait que c'est sûr que vous allez aimer Butterfly Beast saison 2. Et je continue avec Danganronpa Ultra Despair
Girl, avec une nouvelle saison de Danganronpa chez Mana Books, qui est un éditeur spécialisé dans les adaptations de jeux vidéo en manga. Alors on est bien sûr en survival, un shonen. L'auteur de cette nouvelle saison n'est autre que l'auteur de la série originale, en tout cas pour le scénario. Par contre, il a fait appel à un jeune auteur pour tout ce qui est dessin. Ça va être une série qui va être assez courte, elle va être terminée en 3 volumes. Et au niveau de l'histoire, on va suivre la sœur de Makoto, qui était le personnage principal de la saison 2. Et cette jeune fille a été enfermée pendant 1 an sans en connaître les raisons. Puis le jour où elle est libérée, on ne connaîtra pas forcément le contexte de cette libération, mais le jour où elle est libérée, elle va découvrir un monde en plein chaos. Au moment de cette libération va commencer une chasse à l'homme, qui est organisée bizarrement par des enfants machiavéliques qui veulent se construire un monde sans adultes. Alors comment est-ce que notre héroïne survivra-t-elle? C'est toute la question qu'on se pose. Donc c'est vraiment beaucoup d'action, mais il y a aussi beaucoup de gags qui vont entrecouper ces scènes d'action, qui font que la lecture est assez déstabilisante, c'est fait de façon assez maladroite malheureusement, fait qu'on s'y retrouve pas vraiment. Par contre les enfants font vraiment peur, honnêtement, ils sont vraiment trash. Donc si vous avez aimé les autres saisons de Danganronpa, c'est vraiment dans le même style, donc vous allez probablement aimer ça. Également si vous avez été, on a eu beaucoup de gens qui ont aimé Angel of Death, une autre adaptation de jeu vidéo qui est sortie il y a peu de temps. C'est un petit peu dans le même genre, vous allez probablement aimer ça aussi. Donc c'est Danganronpa Ultra Despair Girls. Et je continue avec cette magnifique édition, ça s'appelle The Hellbound, l'enfer, et c'est aux éditions K-Books, qui est un nouvel éditeur en fait, je vais vous montrer ici, qui se spécialise dans tout ce qui est coréen, manhwa coréen, et puis webtoon coréen évidemment. Alors on est vraiment en seinen, c'est quand même assez adulte, et purement dans de l'action. C'est une série mais courte qui va être terminée en 2 tomes, et en fait c'est une série sur Netflix également, vous l'avez peut-être vu passer, fait que ça c'est vraiment l'œuvre originale qui a donné la série sur Netflix. Alors au niveau de l'histoire, il va y avoir un fléau qui s'abat sur Séoul. On va retrouver des créatures toutes droit sorties de l'enfer qui ressemblent un petit peu à ça, qui vont s'en prendre à des civils. Alors certaines sectes vont y voir un message de Dieu, un appel à la rédemption. Et on va suivre l'enquête improbable, d'un duo improbable en fait. C'est pas l'enquête qui est improbable, c'est plus le duo je dirais. Fait que ça va être un policier puis le jeune chef d'une secte. Fait que ça va pas très bien ensemble, mais finalement ça fonctionne. Ce duo va chercher à savoir ce que sont ces monstres, parce que ces monstres sont considérés par certains comme des anges, et puis par d'autres comme des démons. Des démons qui seraient là pour châtier l'humanité. Puis ceux qui les considèrent comme des anges considèrent qu'ils sont aussi là pour châtier l'humanité, mais que l'humanité l'a bien cherché. Alors on va alterner vraiment les côtés action, beaucoup de suspense, mais aussi une partie vraiment très enquête policière. Il y a ces moments beaucoup plus posés où on suit l'enquête. Par contre c'est quand même trash, les meurtres sont assez violents. Il y a aussi des moments de critique de société, où on va avoir en fait tout le débat sur les sectes, la manipulation des foules par les médias, donc c'est assez complet finalement, on retrouve plein de thématiques. Ça ressemble un petit peu à Manhole dans le style, pour ceux qui connaîtraient cette série assez ancienne. On y retrouve cette alternance entre l'horreur puis l'enquête policière. Les monstres aussi m'ont vraiment fait penser aux immortels dans Eijin. On retrouve des thématiques d'ailleurs qu'on avait dans Eijin, mais en version plus trash cette fois. Puis également ça fait un petit peu penser à Bâtard. Si vous avez aimé ce webtoon coréen qui est sorti il y a quelques temps, vraiment côté thriller, sombre, fait de façon coréenne, vous allez probablement aimer Hellbound. Ce que j'aime vraiment par contre, c'est le travail qui a été fait sur l'édition, c'est vraiment magnifique, cette espèce de orange fluo avec cette couverture qui laisse entrevoir, qui est pas complète là, c'est comme vraiment très beau, fait que superbe travail d'édition. Donc c'est Hellbound. Mon suivant c'est un light novel qui s'appelle Belle et qui est l'adaptation d'un film de Mamoru Hosoda, donc l'auteur qui a fait, le réalisateur qui a fait aussi Les Enfants Loups, Le Garçon et la Bête, Mirai, ma petite sœur, bref, un très grand monsieur. Et puis dans Belle on est vraiment dans de la science-fiction. C'est un peu une revisite japonaise de La Belle et la Bête, où on va suivre une jeune fille qui chante extrêmement bien. Puis elle est aussi fan de tout ce qui est monde virtuel, jeux vidéo, etc. Puis un jour elle va se plonger à corps et âme dans un nouveau monde virtuel qui s'appelle U. Et ce monde
Il y a des trucs assez sympas au niveau de la narration et au niveau de la présentation. Fait que dans ce monde, chacun a un avatar et elle va devenir une diva qui est adulée de tous. Grâce à son talent pour le chant, mais elle va aussi rencontrer un jeune garçon assez mystérieux qui s'appelle Dragon, et c'est de là que va commencer leurs aventures. Donc c'est fait par le même studio auquel appartient Mamoru Hosoda. Il fait toujours, une fois qu'il fait un film, il fait le light novel, il fait le manga, donc c'est toujours des éditions qui sont quand même de qualité et qui sont très fidèles au film. C'est un one shot et ça s'appelle Belle. Et je continue avec la réédition du Sommet des Dieux de Jiro Taniguchi. Alors c'est une réédition qui a été faite à l'occasion de la sortie du film d'animation qui a été quand même sélectionné au Festival de Cannes cette année. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le Sommet des Dieux, alors au niveau de l'édition, c'est une réédition en fait à l'identique, mais en même temps pourquoi changer, c'était déjà magnifique. C'est une de mes œuvres préférées de Jiro Taniguchi. Alors la seule chose qui a été faite, c'est l'ajout de pages en papier glacé comme ça avec une interview de l'auteur, puis une explication sur la genèse de l'œuvre. Et puis ensuite, évidemment, on va se plonger dans l'œuvre. Alors, dans le Sommet des Dieux, ça parle d'alpinisme et de photographie. On suit un homme qui est photographe qui va se rendre au Népal afin de faire de la photo, puis qui va finalement suivre des alpinistes dans leur péripéties. C'est très très beau, honnêtement, c'est juste incroyable. C'est à mon avis, une des œuvres les plus abouties de Taniguchi, même si on pourrait se battre chacun pour dire laquelle est la meilleure. C'est une de celles dans laquelle il y a le plus de suspense en tout cas. Puis au niveau des paysages, le travail est juste monumental, même au niveau des visages, comme vous pouvez le voir. Fait que vraiment, si vous voulez découvrir Taniguchi, mais que vous voulez quelque chose où il y a un peu plus d'action que dans ses autres œuvres, c'est vraiment l'œuvre idéale pour le découvrir, Le Sommet des Dieux. Et puis ici, on va être dans l'informatif, c'est un témoignage, ça s'appelle Un récit de Fukushima, et puis c'est en fait l'audition du directeur de la centrale de Fukushima après l'explosion. Donc il revient sur ce qu'il a vécu, sur son analyse de pourquoi les choses ont pu tourner de même. C'est un petit livre assez fin, relativement léger à lire, c'est bizarre à dire malgré le sujet très sérieux et très dramatique, mais relativement facile à lire. C'est quand même vraiment intéressant, c'est pas trop revendicateur en plus, fait que c'est assez factuel, fait que j'ai bien aimé ça. Un récit de Fukushima. Également un livre pour apprendre à dessiner les mangas, on en reçoit souvent, celui-ci c'est une réédition d'un que je conseille souvent parce que je l'aime beaucoup, c'est le tome 1, on va avoir tous les autres tomes qui vont s'en venir, donc c'est vraiment sur les bases, le corps, le visage, très bien détaillé, c'est vraiment, pour moi c'est dans le matériel à utiliser aussi, pour moi c'est vraiment dans les plus efficaces en termes de manuel pour apprendre à dessiner, je l'aime vraiment beaucoup, donc c'est apprendre à dessiner les mangas, et donc ce premier volume est consacré aux personnages. J'ai également une encyclopédie de Pokémon qui relate un petit peu tous les différents personnages, lieux, les arènes, tout ce qu'il faut savoir en fait sur l'univers de Pokémon. C'est une bible très complète, super bien illustrée, très colorée. Voilà, donc pour tous les fans de Pokémon qui se respectent, assez incontournable. Pokémon, l'encyclopédie. Allez, je reviens sur des titres plus manga avec mon titre suivant qui est Ulysse. Alors on est dans la collection Soleil, chez l'éditeur Soleil, dans leur collection des classiques littéraires revisités en manga. Et cette fois donc c'est un classique de James Joyce qui est un novelliste irlandais. Donc on est vraiment, contrairement à beaucoup de titres dans cette collection, on n'est pas vraiment axé enfant, on est vraiment plus axé sur un public adulte, mais avec une démocratisation, une simplification de l'œuvre en un one-shot. Donc c'est très philosophique, hein, c'est très tranche de vie. Et en fait c'est basé, c'est assez intéressant le concept. Moi c'est un livre que je connaissais pas du tout, et l'histoire est basée sur une journée. Alors ça va commencer à 8h le matin, et ça se termine à 3h du matin dans la nuit. Ça se passe à Dublin en 1904, donc pendant que l'Irlande était sous domination anglaise. Et l'autre chose qui est très... En fait, il y a plein de choses intéressantes dans ce truc-là, c'est que la deuxième chose, c'est que Dublin est un personnage à part entière. Alors la première phrase du livre, c'est Bonjour Dublin, puis on va clore le récit avec Bonne nuit Dublin, et on va s'apercevoir que donc il y a 3 personnages principaux, il y a Bloom, il y a Dédalus, et il y a la ville de Dublin.
Et en fait, tous ces personnages vont être liés entre eux, mais sans qu'on les voit faire les mêmes actions, sans qu'ils soient nécessairement, qu'ils fassent partie des mêmes scènes. C'est un petit peu comme un huis clos, même si ça se passe dans la ville, c'est comme si toute la ville était le huis clos, et on y voit donc la vie de tous les jours de nos héros, aussi des habitants à travers les yeux de notre héros, à travers les yeux de la ville, puisqu'elle est également une héroïne. Et puis à travers tout ça, à travers leur quotidien, on va aborder différentes thématiques. Alors ça va être de la maladie au suicide, la solitude, l'adultère, les carcans de la société. Il y a énormément de choses là-dedans. C'est très très complet, je dois dire que c'est très bien fait et que ça m'a donné envie de lire l'œuvre originale. Je pense que je vais filer me l'acheter assez rapidement. C'est très bien fait parce qu'on a l'impression de faire partie de cet écosystème, de cet univers, c'est très enveloppant, c'est très englobant. Alors par contre c'est un rythme qui est assez lent, hein, il faut avouer, donc il faut aimer ce rythme lent, sinon vous aimerez pas ça. Et donc on va découvrir un petit peu comment le cœur de Dublin via la complexité de l'esprit humain des deux autres personnages. C'est vraiment adapté pour les gens qui ont aimé les autres œuvres de la même collection mais qui avaient plus... parce qu'il y a un petit peu de type d'œuvre, hein, il y a plus vraiment les romans à proprement parler, puis après il y a tout ce qui est plus philosophique, et que là on est plus dans le côté philosophique, donc si vous avez aimé les adaptations de Ainsi parlait Zarathustra, du contrat social, du discours de la méthode, de l'essai sur le principe de population, c'est un petit peu dans le même genre, vraiment beaucoup plus philosophique. Alors un petit fun fact pour terminer, pourquoi ça s'appelle Ulysse? Parce qu'en fait ça n'a rien à voir avec une tragédie grecque. Alors en fait c'est parce que l'œuvre est construite comme l'Odyssée d'Ulysse, donc sur le concept de raconter les événements relatés, mais dans une seule et même journée. Et donc tous les chapitres sont comme tous les chapitres, tous les parties de l'Odyssée. C'était mon petit fun fact. Alors c'est Ulysse de James Joyce. Ulysse de James Joyce, c'est difficile à dire. J'ai un autre livre informatif qui est assez cool, c'est les chats dans la pop culture. Alors on va retracer tous les chats, alors de la pop culture non seulement japonaise mais pas que, de toute la pop culture mondiale. Ça va des États-Unis à l'Europe en passant par évidemment le Japon, parce qu'on s'entend que les chats au Japon sont quand même assez présents. Et donc on va retracer un petit peu toutes les apparitions de chats, tous les personnages qu'on aimait, et puis bien sûr passer à travers toutes les œuvres, avec notamment Sailor Moon, notamment Le Royaume des chats, bref c'est assez varié, c'est quand même assez cool, hein. Dès qu'on aime les chats, moi je trippe, fait que les chats dans la pop culture. Et je continue avec une œuvre qu'on attendait tous, et c'est les chefs-d'œuvre de Junji Ito, partie 1. Alors on est de retour chez les éditions Mangetsu, on est vraiment dans l'horreur, hein, dans le seinen horreur, c'est vraiment réservé aux adultes, comme tout ce que fait Junji Ito. Junji Ito évidemment l'auteur ultra connu, aujourd'hui ultra célèbre, le maître de l'horreur, donc celui qui a fait Tomie, qui a fait Gyo et j'en passe. Donc cette fois ce n'est pas un one shot comme souvent à l'habitude de ce qu'on voit dans les œuvres de Junji Ito, mais ça va être une série. Par contre ça va être une série très courte, hein, ça va être fini en 2 tomes, et puis c'est un recueil d'histoires courtes. Donc bien que ce soit une série, vous pouvez quand même le lire comme des petites histoires courtes, le soir avant de dormir, hein, pour bien faire des cauchemars. Alors en fait, dans ces histoires courtes, on va retrouver plein de thématiques différentes qui sont chères à Junji Ito. Alors il va y avoir une histoire avec un disque vinyle qui vous hante par-delà votre mort. Il va y avoir une autre histoire avec un tournage de cinéma qui tourne à l'horreur, de cinéma amateur. Il va y avoir une idol qui revient après son suicide, un mannequin horrifique. Bref, il y a plein de thématiques comme ça qui vont être explorées à travers différentes histoires, différents sujets. Alors, j'ai vraiment aimé me sentir mal à la lecture. Sérieusement, ça donne des frissons dans le dos, on est malaisé, on est gêné, mais c'est ce que l'auteur recherche, puis ça fonctionne super bien, et le pire c'est qu'on aime ça. Alors, c'est sûr que vous allez aimer ça si vous avez aimé toutes les œuvres du même auteur. D'ailleurs, pour ceux qui ont lu Tomie, vous allez voir qu'il y a un petit clin d'œil, même un gros clin d'œil à Tomie. Allez, il est là, je vous spoil un tout petit peu, mais vraiment à peine.
Si vous aimez chambouler vos habitudes, si vous aimez vous faire peur et que vous ne connaissez pas encore Junji Ito, c'est vraiment le maître de l'horreur. Pour moi, c'est un auteur à découvrir. Et puis, je dois dire qu'il y a un petit côté Jojo-esque dans certaines histoires. Alors, si vous aimez les pouvoirs et les situations rocambolesques qu'on retrouve dans Jojo, probablement que vous allez aimer ça aussi. Alors, merci beaucoup à Mangetsu pour cette superbe collection. Hein. Ils ont fait Tomie, ils ont fait Censor récemment. Il y en a plein d'autres qui s'en viennent. C'est une magnifique collection à mettre dans sa bibliothèque. Donc merci beaucoup à eux. Les autres qui s'en viennent, notamment le prochain c'est le journal de Soichi et la zone fantôme, qui n'est pas une réédition pour le coup, qui est une nouveauté de l'auteur. Donc ça va être pour aujourd'hui les chefs-d'œuvre de Junji Ito. Et on termine avec un autre chef-d'œuvre, c'est Lone Wolf and Cub, la réédition en grosses briques, je dois dire, donc de ce chef-d'œuvre des années 70. On est chez Panini, on est dans le seinen purement, vraiment très adulte, et purement dans l'action, le manga de KPDP. C'est écrit par Kazuo Koike, en tout cas au scénario. Kazuo Koike qui est l'auteur notamment de Lady Snowblood ou de Crying Freeman. Des petits mangas à peine connus, on va dire. Et puis c'est dessiné, Kazuo Koike c'est vraiment un scénariste qui prend toujours des dessinateurs différents. C'est une série et qui va être terminée en 12 tomes. C'est une série qui est à la base relativement longue, cette nouvelle édition va être terminée en 12 tomes omnibus comme ceci. Donc on va suivre un Ronin dans le Japon médiéval. Alors je vais essayer de vous montrer un peu les images parce que vous pouvez pas repartir sans avoir vu des images de Lone Wolf and Cub, c'est juste complètement grandiose. Donc ce Ronin qu'on suit, il erre dans le Japon médiéval. Et il est accompagné d'un bambin de 3 ans, qui est son fils. On va l'apprendre assez vite. C'est en fait, et ça aussi on va le comprendre assez rapidement, c'est un tueur à gages. Donc qui vit de contrat en contrat, qui parcourt le Japon pour trouver ses contrats. Alors notre Ronin il a un sens de l'honneur et une intégrité sans faille, comme n'importe quel Ronin qui se respecte. Puis on va donc suivre ses errances de ville en ville. Il est solitaire, mais il n'est jamais vraiment solitaire parce qu'il a son fils qui est avec lui, son fils qui représente tout ce à quoi il tient, c'est sa vie. Mais quand même, la présence du petit elle est quand même bien pratique parce que elle peut tromper l'ennemi, tout simplement. Alors vous allez découvrir comment. L'ambiance ressemble un petit peu à celle d'un bon vieux western. On est presque dans un film, c'est très cinématographique. Un western mais à l'oriental bien sûr, et puis comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment très adulte, c'est très violent, il y a des scènes explicites, accrochez-vous quand même malgré tout, mais avec ces graphismes à l'encre de Chine qui sont vraiment de toute beauté. On est capable de juste figer sur une image qui va juste nous captiver pendant plusieurs minutes, c'est vraiment incroyable. Donc ça va être réservé aux fans de Vagabond ou toutes les autres mangas de samouraï, de combat au sabre, de code d'honneur lié au samouraï et au ronin. Également si vous avez aimé Lady Snowblood, l'autre gros succès de l'auteur, c'est sûr qu'on va y retrouver un petit peu cette rare combinaison qu'on retrouve entre extrême violence puis extrême douceur finalement, donc le monde sans pitié dans lequel erre notre Ronin versus son bambin qui est comme tout mignon. Puis si vous voulez également découvrir les piliers du manga, ceux qui ont vraiment inspiré des générations et des générations après eux, mais Lone Wolf and Cub en fait vraiment partie. Donc vraiment à découvrir, c'est juste splendide, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Alors je termine mon vidéo comme d'habitude avec les tops et les flops de la semaine. J'ai beaucoup de tops, mais c'est tous des rééditions. Je veux dire, quand on a autant de rééditions de bonne qualité, comment faire autrement que de les mettre en top? Les chefs-d'œuvre de Junji Ito, vraiment, c'est un régal. Lone Wolf and Cub, j'en ai parlé longuement à l'instant, c'est juste magique. Le Sommet des Dieux, j'en parle même pas, il est dans ma collection privée depuis très très longtemps. C'est sûr que les autres vont les rejoindre également. Beaucoup de très très belles sorties. Par contre, mon flop, ça va être Danganronpa, Ultra Despair Girl, parce que vraiment, on n'y croit pas. Comme je le disais tantôt, cette espèce d'enchaînement maladroit entre les gags et puis des scènes d'action ultra trash, malheureusement ça marche pas. Et que merci beaucoup d'avoir écouté ce vidéo aujourd'hui. Moi je vais vous retrouver la semaine prochaine pour plus de nouveautés manga. Bye bye.